Session d'entreprise, comment et par qui se faire accompagner? On en parle aujourd'hui en compagnie de Géraldine Pommery, directeur du département entreprise au sein d'Unofi. Bonjour Géraldine. Bonjour Thomas. Comment se déroule un processus de session typique? C'est le sujet qu'on va aborder, mais auparavant un petit mot sur l'activité. J'imagine qu'avec l'économie qui repart, peut-être que votre activité dans ce domaine augmente? Alors cette activité augmente effectivement puisque les fondamentaux des entreprises s'améliorent sensiblement et que donc les dirigeants actuels qui arrivent en général proches de la retraite, Des baby boomers beaucoup? les baby boomers, absolument, se voient dans une configuration de session plutôt optimale pour pouvoir vendre à potentiel. Et il est vrai qu'en face, il y a de l'argent, hein, il y a eu beaucoup de liquidités qui sont arrivées via notamment les banques centrales et des entreprises qui ont aussi peut-être des projets d'avenir et qui se disent tiens, c'est intéressant de regarder. Donc la conjoncture est bonne. La conjoncture est bonne, absolument. C'est un bon sujet. Comment se déroule ce processus? On va le voir avec vous. Quelles sont les grandes phases pour commencer? Alors, il y a plusieurs phases et chaque phase est clôturée par la signature d'un document. Donc, après une première phase d'approche, souvent sous engagement de confidentialité, l'acquéreur potentiel va envoyer au cédant une lettre d'intention dans laquelle il va préciser ce qu'il achète, une branche complète d'activité, un fonds de commerce, l'ensemble des titres de la société, à quel prix, selon quel calendrier vont se dérouler les étapes suivantes, et puis sous quelles conditions suspensives, notamment de financement. Donc c'est un document qui est plus ou moins engageant, mais qui est très important parce qu'il va être le fil conducteur des négociations et de la signature d'un protocole derrière. Mais pour autant, tout n'est pas forcément négocié dans le détail. Par exemple, le prix, vous parlez du prix, c'est une indication de prix. C'est une indication de prix parce qu'à ce stade-là, l'acquéreur n'a qu'une connaissance très superficielle de l'entreprise. C'est pour ça qu'une fois la lettre d'intention acceptée par le cédant, vont démarrer les missions d'audit. Audit comptable, fiscal, juridique et social, commercial. Et pendant cette phase, il faut vraiment être attentif à délivrer une information de qualité juste et précise. Outre le fait que c'est devenu une obligation légale par la réforme du droit des contrats, toute information erronée ou imprécise jettera un sentiment de suspicion pour l'acquéreur vis-à-vis du vendeur et générera une envie de baisser le prix. Donc c'est vraiment pas une bonne solution, il faut simplement être préparé. Et à l'issue de ces missions et donc de la négociation qui s'ensuit, va être signé un protocole d'accord et une garantie d'actifs passifs. Et là, qu'est-ce qu'on trouve dans ces clauses, dans ces garanties? Alors, d'abord dans le protocole, donc, on redéfinit bien ce que l'on achète, à quel prix, selon quelle modalité le prix va être payé, parce que les négociations se sont faites sur les chiffres à la clôture du dernier bilan, mais la société a continué son activité. Donc, entre la clôture du dernier bilan et la date de transfert des titres, l'activité peut donner lieu à un complément de prix. Donc, ça sera aussi dans le protocole. Il y aura donc un calendrier avec la date de transfert des titres et la date de cessation d'activité du dirigeant. Donc ça, c'est le protocole. Dans la garantie d'actifs passifs, ce document sert à sécuriser l'acquéreur, à lui garantir que les actifs annoncés sont bien existants et qu'il n'y a pas plus de passifs que ce qui a été annoncé également. Sinon, ça pourrait réduire le prix. Donc c'est vraiment un document extrêmement important qu'il faut rédiger avec soin. Et c'est pour ça que vous dites qu'il faut être le plus transparent possible dans cette phase de négociation, parce que sinon, en effet, on peut avoir des problèmes via cette clause de garantie. Comment est-ce que ça se passe quand elle est actionnée? Alors, tout dépend de ce qui est négocié. D'abord, il faut avoir recensé tous les risques et les avoir qualifiés. Un risque potentiel, un risque avéré, un risque maîtrisé, voire un risque provisionné, auquel cas c'est déjà dans les comptes, donc dans le prix. Et on met en place, pendant les phases de négociation, ce qu'on appelle une data room électronique. C'est un espace sécurisé sur lequel le chef d'entreprise va mettre à disposition de l'acquéreur et de ses conseils tous les documents qui vont les éclairer sur la situation de l'entreprise. Ça a un double rôle. C'est très efficace. D'abord parce que c'est un gain de temps, c'est fini les photocopieuses. Ouais. Ensuite, parce que ça permet de recenser les documents, la date à laquelle ça a été mis à disposition de la partie adverse et la date à laquelle eux-mêmes les ont consultés. Donc tout ça, on se ménage derrière ça les laisse éléments des traces, de preuve. Ça laisse des traces. Voilà, c'est vraiment fondamental. Et on imagine qu'en effet, quelqu'un achète une entreprise, qu'il veuille actionner cette garantie de passif parce qu'il découvre quelque chose qui n'a pas été présenté comme ceci. Mais entre-temps, le vendeur est parti avec l'argent, il a tout dépensé, il l'a donné à des œuvres, que sais-je. Comment on fait? Alors, on a sorti la garantie d'actifs passifs d'une garantie financière, d'une contre-garantie financière, qui peut prendre la forme à la fois, d'une garantie bancaire, ce qui a un coût pour le cédant et un coût à fonds perdu. Ou alors, le cédant choisit de prendre une partie du prix de cession qu'il a perçu, de l'investir sur un contrat d'épargne de type contrat de capitalisation et d'octroyer un nantissement au profit de l'acquéreur. Alors, on aura eu soin au préalable de négocier 3 points dans la garantie de passif. Un plancher,
de sorte à ce que ça ne se déclenche pas au premier euro de la facture de téléphone qu'on n'a pas comptabilisé. Un plafond, de sorte à ce que la totalité du prix de cession ne parte pas dans la mise en jeu de la garantie. Et puis une durée. Une durée, suivant ce que l'on a couvert comme risque, ça va communément de 3 à 5 ans. Et ça peut être, la contre-garantie financière peut être dégressive. Si c'est sur 3 ans, on peut la faire dégressive par tiers pour arriver à 0 à la fin. La rédaction de tous ces documents, elle est importante? Elle est absolument primordiale. Elle se fait par une équipe de juristes qui est spécialisée dans ce domaine, avocat ou notaire. Alors notaire, c'est pas forcément quelqu'un à qui on pense spontanément quand on veut vendre une entreprise. On pense au comptable, à l'avocat ou au banquier. Pourquoi le notaire? Alors, le notaire, d'abord l'acte authentique. L'acte authentique est un acte qui est rédigé par le notaire, qui est signé par les parties et que le notaire va signer à la suite en s'engageant aux côtés des parties. L'acte authentique a une force probante. D'abord, au regard de la date, l'acte devient opposable à compter de la signature du notaire sans passer par l'enregistrement. Force probante aussi au regard du contenu, qui est inventorié, rédigé, constaté, vérifié par le notaire. Si on veut remettre en cause ce qui a été écrit dans l'acte authentique, il faut rentrer dans une procédure particulièrement lourde et complexe parce que ça revient à remettre en cause une décision judiciaire. Et au-delà de la force probante, on a la force exécutoire. Imaginons que notre cédant octroie un crédit vendeur pour partie à l'acquéreur, ou qui est justement un complément de prix. Si l'acquéreur traîne un petit peu les pieds à verser les sommes, le cédant peut faire valoir la force exécutoire de l'acte authentique et ne pas avoir à demander une décision de justice pour se faire payer, ce qui serait le cas par un acte sous seing privé. Donc ça sécurise toute cette transaction. Ça sécurise totalement. Et donc, mais ceci dit, il ne faut pas cantonner le notaire à l'acte authentique. Il a aussi un vrai rôle de conseil. C'est le conseil historique qui connaît très très bien le chef d'entreprise et qui sera à même de le conseiller sur les points fondamentaux de la négociation en lui disant ça c'est incontournable, il ne faut rien lâcher, ou ça on peut négocier pour l'équilibre du contrat et que la transaction aille à son terme. Et puis c'est aussi le conseil de la famille. Oui. Donc quand le chef d'entreprise va transformer son outil de travail en cash, au passage, il y a une fiscalité qui n'est pas négligeable. Mais en fonction des objectifs du cédant, il part à la retraite, il démarre un nouveau projet professionnel, il veut installer ses enfants, on pourra organiser cette fiscalité et organiser le patrimoine. Mais tout ça, ça doit se faire par une réflexion très en amont, parce que les décisions et les actes qui vont être passés ne doivent pas interférer dans la chronologie de la cession elle-même. C'est celui qui a une vision globale aussi du patrimoine, en effet, et donc au-delà de la transaction, qui peut peut-être optimiser l'ensemble des dispositions à prendre. Exactement, et c'est un tournant vraiment dans la vie du chef d'entreprise, donc c'est le moment de faire un arrêt sur image sur le patrimoine et sur la famille. Prendre de la hauteur. Au final, vous recommanderiez de vous faire accompagner, vendre son entreprise tout seul, c'est compliqué, ça reste un métier, il faut un professionnalisme. Il faut constituer une équipe avec le notaire, avec une fille, avec l'expert comptable, tout ça autour du chef d'entreprise. D'abord dans la préparation, on l'a vu sur le volet patrimonial et fiscal, dans la préparation du chef d'entreprise et de l'entreprise, parce que le chef d'entreprise doit apprendre à vendre son entreprise. Il sait vendre les produits, mais a priori, il n'a jamais vendu son entreprise. Donc il faut faire valoir l'avenir. L'acquéreur, il ne va pas acheter un passé, il va acheter un potentiel. Donc la préparation, c'est vraiment important. Ensuite, dans la négociation, interposer entre acquéreur et vendeur un conseil, ça permet de prendre du recul. Et puis enfin, dans la rédaction, qui doit être la transcription juridique des accords négociés. Au final, tout ce processus, ça dure combien de temps ? Au global, ça va durer entre 6 mois et 2 ans, préparation incluse. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important de bien anticiper les choses en toute transparence et en toute discrétion. Merci Géraldine, à bientôt. Unofi TV, chaque patrimoine est unique.